au fond, ce que le président de la République essaye de faire, si vous vous replacez dans une perspective historique, c'est à peu près ce que tous ses prédécesseurs, depuis longtemps, essayent de faire aussi, c'est-à-dire d'inventer une nouvelle diplomatie française qui soit adaptée à la réalité économique, politique, financière de la France, de surcroît dans le contexte européen. Et au fond, la vraie rupture, elle est par rapport à ce que nous étions avant la Deuxième Guerre mondiale. Une puissance, certains diront coloniale, mais enfin un empire, un des grands empires européens qui s'est retrouvé après la Deuxième Guerre mondiale. Regardez les défaites en Indochine, la crise de Suez, la guerre d'Algérie. La France s'est retrouvée avec la nécessité de trouver une nouvelle diplomatie adaptée à ce qu'elle est aujourd'hui. Une ancienne puissance, en clair. Voilà. Le général de Gaulle a essayé à sa manière. C'est lui qui avait parlé d'équidistance, de politique d'équilibre. Il est le premier à avoir inventé ça. En réalité, si vous prenez là aussi un peu de recul, ça a marché jusqu'au printemps de Prague et à l'intervention soviétique à Prague. C'est quand même là où Brejnev a inventé la doctrine de la souveraineté limitée, où le général de Gaulle s'est trouvé un peu pris de court et a finalement abandonné un peu cette diplomatie. Et depuis lors, tous ses prédécesseurs essayent de retrouver alors. Giscard d'Estaing a parlé d'Europe puissance, François Mitterrand a trouvé autre chose, et Emmanuel Macron aujourd'hui... Ça devient de plus en plus alambiqué dans la formulation. Alors elle est un peu alambiquée parce qu'elle correspond à un monde qui est de plus en plus complexe, et où on voit bien que la France essaie de trouver une voie qui soit singulière dans ce concert des nations. Sylvie Berman, ça vous parle, cette France puissance d'équilibre au pluriel Oui, tout à fait, parce que comme le dit Pierre Vimont, d'abord on n'a plus le choix, puisque la puissance française a changé. On est une puissance moyenne, mais on est une puissance moyenne forte, qui a des atouts, avec un statut particulier. Le statut, c'est important, puisqu'on est membre permanent du Conseil de sécurité, même si aujourd'hui il est paralysé, mais ce sont des voix qui comptent un peu plus dans le monde. On a l'arme nucléaire aussi, et c'est important, et nous sommes les seuls indépendants à cet égard en Europe, puisque justement le choix s'était fait au moment de Suez, qui vient d'être évoqué. La conclusion des Britanniques, c'est bon, on a échoué, on n'est plus une grande puissance, mais donc on va coller davantage aux Américains, pardon. Et la conclusion française, eh bien, il faut qu'on soit indépendant. D'où effectivement l'arme nucléaire et cette volonté toujours d'être indépendant et de ne pas être aligné sur une puissance. Bon, le mot d'ordre, ça a toujours été allié, mais non aligné, ce qui fait que on se ralliait aux États-Unis quand il y avait une crise majeure, comme les euromissiles, Cuba, avec l'Union soviétique. Mais là, le problème va se poser très rapidement, dans le cadre du conflit entre les États-Unis et la Chine. Si on veut exister, il faut effectivement être une puissance d'équilibre. Alors le président l'a répété, pas d'équidistance, mais il n'empêche qu'on cherche quand même une troisième voie, et on la cherche via l'Europe. Équilibre sans équidistance, dans un monde où le multilatéralisme est en crise, aigu. Thomas Gomard, vous mettez du contenu dans cette formulation de puissance partenariale de confiance ? Un peu plus dans cette deuxième formulation que dans la formulation de puissance d'équilibre avec un S, que je n'ai jamais très bien comprise, pour être tout à fait honnête. Parce que cette idée de troisième voie me semble assez illusoire, pour tout dire, dans la mesure où elle porte l'idée qu'au fond, il y aurait une voie américaine, une voie chinoise, et puis une voie incarnée par la France. Mais pour être leader, il faut des followers. Donc on a parfois l'impression que cette troisième voie, c'est aussi peut-être l'expression d'un isolement, en particulier, à mon sens, en Europe. Ce qui m'a frappé, moi, dans le discours du président de la République, c'est le peu d'attention portée à l'Europe, en réalité, par rapport à d'autres sujets, à un moment où on a quand même une question assez fondamentale sur le fonctionnement de la relation franco-allemande, en particulier liée à la lecture que les deux capitales ont pu faire de la guerre d'Ukraine avant qu'elle ne reprenne en février 2022. Je suis plus à l'aise avec la notion de puissance de confiance, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une position diplomatique française traditionnelle
qui est de pouvoir parler avec tout le monde et de vouloir le faire, ce qui n'est pas le cas d'autres Européens. Sans toujours être très capable de former des vrais partenariats. Oui, mais effectivement... On arrive toujours un peu avec nos solutions. Ça revient quand même, Pierre Vimont l'indiquait, je pense qu'il y a quand même une compréhension de la nouvelle géographie du monde et de partenariats avec des pays comme, je pense à l'Indonésie, ça c'est très ancré. Et puis moi, la puissance de confiance, ça me fait penser, vous savez, les jeunes aujourd'hui disent il faut prendre la confiance. Et je pense que parfois, effectivement, on a besoin sur la scène internationale d'une France qui se saisisse d'un sujet et qui essaie de faire bouger d'autres Européens, parfois un peu statiques. Et on le fait assez, selon vous ? Il ne faut pas trop le faire. Il faut le faire quand on a des chances de succès. D'accord. Renaud Girard, qu'est-ce que ça vous inspire, cette oui, notion ? on l'a fait. C'était un des grands moments de la diplomatie française, où on a montré du jugement et de l'indépendance d'esprit. C'est très important. C'est lorsque nous nous sommes opposés, et nous étions un peu seuls, au Conseil de sécurité, justement, à l'intervention américaine en Irak. Et poussé par Jacques Chirac, Dominique de Villepin avait bien expliqué dans son fameux discours de février 2003 que les Américains allaient à la catastrophe et qu'il ne fallait surtout pas intervenir et utiliser le hard power. Alors, on était soutenu un peu par l'Allemagne, mais par exemple, la Russie et les Chinois n'ont pas beaucoup parlé à ce moment-là. Oui, mais c'est plus facile de s'opposer que de bâtir autre chose. Alors, nous avons eu raison, l'histoire nous avons eu raison, mais on a fait une erreur après. C'est-à-dire que nous avons convaincu le monde entier que le néoconservatisme, cette idée qu'on allait imposer la démocratie par la force à d'autres peuples, ça ne pouvait pas fonctionner. Mais malheureusement, nous avons fait la même chose en 2011, lorsque nous avons détruit le régime de Kadhafi. J'estime que c'est la plus grave erreur de politique étrangère de la Ve République, et parce que non seulement nous avons mis un chaos qui n'est toujours pas résolu en Libye, mais nous avons mis un chaos dans tous ces pays du Sahel qui étaient nos amis, et chaos que nous avons essayé de résoudre. Nous avons fait une deuxième guerre, c'était Barkhane, pour essayer de réparer les dégâts de la première. On va parler de l'Afrique un peu plus tard. Et donc là, effectivement, on a un petit peu perdu l'originalité du jugement français, si vous voulez. Alors aujourd'hui, il y a aussi autre chose qui est important dans cette diplomatie, c'est qu'on essaye, c'est que le président, en tout cas Macron, a essayé d'être honest broker, d'être intermédiaire sincère dans différentes crises. Il faut reconnaître qu'il n'a pas eu de chance, parce que j'en ai 4 qui me viennent en tête, ils n'ont pas marché. Il y a l'Iran, ça n'a pas marché. Il y a l'Ukraine-Russie, ça n'a pas marché. Il y a la Libye, il y a eu plusieurs conférences sur la Libye à Paris, ça n'a pas marché. Et puis il y a le Liban, ça ne marche toujours pas. Mais bon... Quand on voit par exemple les BRICS, les pays émergents, s'élargir à de nouveaux membres, à 6 nouveaux membres, ne pas accepter apparemment la présence d'Emmanuel Macron, que l'Élysée avait souhaité, mais il n'a pas été considéré comme le bienvenu. Est-ce que, justement, on n'est pas un peu limité dans nos ambitions de nouer des partenariats et de parler à tout le monde ? Pierre Vimont. Je ne dirais pas ça, parce que de manière générale, on a encore une grande ressource dans la diplomatie française, c'est la créativité. Et on le voit d'ailleurs avec le président. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Le président de la République lance beaucoup d'initiatives, mais certaines d'entre elles... Il n'en lance pas un peu trop, d'ailleurs ? Alors ça, c'est une autre question, mais prenez par exemple la récente conférence avant l'été sur le financement futur des pays en voie de développement, enfin des pays africains, pour dire les choses simplement. Ça intéresse les gens. Ils trouvent que c'est pas mal que la France s'intéresse à ça et essaye de pousser un peu tout le monde dans ce sens. Toute la question, c'est bien évidemment la suite qui est donnée à cela. Sur le dossier particulier des BRICS, je pense qu'il faut un peu attendre. Le jury est encore dehors et on verra, parce que autant le G7 a pris comme une mayonnaise prend et est devenu un vrai lieu où des décisions importantes peuvent être prises, des actions peuvent être menées, les BRICS, c'est encore une addition de pays qui souvent ne s'entendent même pas entre eux. Ils sont très concurrentiels. Donc c'est un peu de l'affichage pour vous. Et donc pour moi, il y a un peu un affichage sous l'influence en particulier de la Chine et de
de la Russie, du camp des anti-occidentaux. Et ça marche pendant un moment, sauf qu'à mon avis, le monde est devenu tellement, ce monde multipolaire est devenu tellement complexe, chacun des grands acteurs a tellement d'intérêts différents les uns des autres et pratique avant tout une politique d'opportunisme qu'il est loin d'être sûr que ces BRICS avanceront. Ils essayent de se fixer une ou deux priorités, ce que l'on appelle la dédollarisation de l'économie, mais il faut pouvoir le faire. L'Europe, même avec l'euro, a essayé de trouver une monnaie qui puisse être une concurrente du dollar et on ne s'est pas allé très très loin jusqu'à maintenant. Il y a le G20 la semaine prochaine, Emmanuel Macron ira à New Delhi. Qu'est-ce qu'il devrait dire pour donner corps, donner de la substance à ces déclarations de la semaine dernière? Quelle devrait être sa posture au G20, Thomas Gomart? Je pense que la difficulté qui est la sienne, c'est que tout le monde comprend que les grandes questions sont liées à l'agenda global, c'est-à-dire le réchauffement climatique, les enjeux de reconstruction d'un système financier, la perte de la biodiversité, etc., qui, de fait, structure l'agenda présidentiel de plus en plus, mais celui-ci est perturbé par des crises à répétition, et en particulier venant de zones, je pense, on va y venir, vous l'avez indiqué, au Sahel, où la France pensait, au fond, contribuer à la stabilité. Et en fait, elle se retrouve dans une situation où elle est rejetée, du moins dans le discours de certains. Et donc, je pense que pour lui, c'est très difficile de continuer à pousser ce qu'il fait depuis 2017 et ce qui est un des grands succès de la diplomatie française. Pour moi, le dernier grand succès de la diplomatie française est antérieur à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Ce sont les accords de Paris sur le climat en 2015, c'est-à-dire qui ont mis l'ensemble de la diplomatie en marche par rapport à l'agenda global. Mais tout ça est en fait très perturbé par de la gestion de crise qui affaiblit les positions de la France et pointe un certain nombre de contradictions, pour tout dire, dans notre discours. Sylvie Bermann. Oui, pour revenir déjà au G7, ça n'avait pas tellement de sens d'aller au G7 et en réalité son idée c'est au G7 pardon, au sommet des BRICS. Au sommet des BRICS, parce que son idée c'est de convaincre tous ces pays qu'il ne faut pas soutenir la Russie. Oui. En fait, c'est assez obsessionnel. Empêcher une dérive anti-occidentale un peu de ces pays-là. Absolument, mais je pense que ça ne fonctionne pas. Quand on explique à tous ces pays que la Russie est néocolonialiste et que son intervention en Ukraine est une intervention néocoloniale, c'est totalement inaudible dans tous ces pays. Et puis, c'était le moment de l'élargissement. Donc, ces pays réfléchissaient à ce sujet, mais c'est quand même un signe de leur succès. Ouais. Ce n'était pas le cas auparavant. Là, bon, il y a 6 nouveaux adhérents, mais il y en avait près de 40 qui étaient candidats. Et parce que leur vision du monde aujourd'hui, c'est un monde qui est effectivement multipolaire. Ça a été le révélateur de la guerre en Ukraine. Et ils ne veulent plus dépendre d'un ou deux partenaires. Ils ne veulent plus recevoir de leçons et se définir en fonction de leurs intérêts. Et il y a un nouveau thème qu'ils utilisent, c'est le multi-alignement. Et effectivement, si l'Inde aura des relations avec des États-Unis, comme elle aura des relations avec la Russie, avec la Chine. C'est ça le nouveau monde. C'est-à-dire que c'est d'abord cette fracture quand même entre la Chine et les États-Unis, et puis effectivement des puissances émergentes qui ont envie d'exister et de ne pas s'aligner sur un camp ou sur l'autre. Est-ce que sur cette profonde remise en cause de l'ordre international dominé par les Occidentaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que la France a une position originale ou est-ce que finalement c'est là-dessus qu'elle appartient au camp occidental et qu'elle répercute en fait les reproches ou alimente les reproches qui sont faits aussi bien aux Américains qu'aux Européens? Elle a essayé d'avoir une position originale, mais ça c'est le processus qu'on a souligné, c'est le processus du en même temps, c'est-à-dire à la fois. Mais ça ne marche pas. En diplomatie, le en même temps, vous ne pouvez pas être avec Pierre et avec Paul en même temps. Ou bien vous êtes avec Pierre, ou vous êtes avec Paul, ou bien vous êtes complètement neutre, mais vous n'avez pas... Sauf si vous êtes une puissance partenariale de confiance. Voilà, de confiance. Voilà, qui est une expression qui veut un peu rien dire. Et donc, ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'à la fois...
Emmanuel Macron, vis-à-vis de la Russie, il a essayé plusieurs rôles. D'abord, le honest broker, je lis, puis ça n'a pas marché, même le 7 février 2022 à Moscou, la grande table de 5 mètres, voilà, avec Poutine, ça n'a pas marché. Bon. Alors ensuite, il a essayé un petit peu, puis ensuite, il s'est complètement donc rallié au camp, je dirais, américano-polonais. Donc là, maintenant, ça continue. D'ailleurs, il a eu une conversation téléphonique, je crois, hier ou aujourd'hui avec Zelensky. Et la France va faire encore met tout son effort industriel derrière l'Ukraine en guerre, donc contre la Russie. Mais en même temps, on demande, alors qu'on fait la guerre à la Russie par nos matériels, on demande à aller à une conférence d'un organisme qui a été fondé par Poutine, parce que les BRICS a été fondé par Poutine. C'est une idée russe au départ. Ça marche pas, si vous voulez. Et donc là, effectivement, il y a un petit flou, et puis à courir aussi plusieurs lièvres, ou trop de lièvres à la fois, on ne sait plus très bien après lequel on court. J'ai assisté à cette conférence des ambassadeurs à l'Élysée. Le président de la République a cité 40 forums internationaux différents. 40. Je vous avouerai, vous avez compté, Philippe, que là, à la fin, j'étais complètement noyé. Ouais. Voilà. Mais justement, est-ce que le paradoxe, c'est pas que... Alors, c'est peut-être un trait commun à beaucoup de présidents, mais est-ce que ce président-là, est-ce que vous pensez qu'il écoute ses diplomates? Question piège. Question piège, oui et non, mais je veux dire, en vous écoutant, je pensais, est-ce que les précédents écoutaient? Voilà, exactement. Pas sûr. Et c'est la vocation du diplomate à prêcher un peu dans le désert, toujours. L'un des problèmes des diplomates, si vous comparez avec nos grands prédécesseurs, c'est aujourd'hui d'avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. L'un des problèmes, pour moi, fondamentaux de la diplomatie moderne, c'est de faire la bonne analyse de la situation, d'avoir la lucidité de comprendre ce qui se passe. Oui. Que les Occidentaux comprennent qu'ils n'ont plus le monopole du pouvoir, oui. Que le monde est en train de changer, comme ça a été dit de tous côtés. Et ça, Emmanuel Macron a l'air de l'avoir bien mesuré. Le problème, c'est quand vous passez de cette prise de conscience-là à l'action. Oui. Et au fond, la manière dont les diplomaties occidentales, au-delà même de la France, se comportent, c'est qu'au fond, dans l'action, elles continuent à faire comme avant. C'est-à-dire que quand on dit « il faut un nouvel ordre mondial », eh bien, les Occidentaux disent « on va vous donner la recette, on va vous dire comment il faut faire ». Alors qu'il faudrait commencer par écouter les autres et leur dire, et les obliger eux aussi à prendre leurs responsabilités, parce que c'est pas facile, et de leur dire au fond qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a un point, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure à Renaud, en quoi la France a été originale, et là je pense que Sylvie ne me démentira pas, la France a été un des premiers pays, un des premiers des 5 membres permanents à dire qu'il fallait ouvrir le Conseil de sécurité à de nouveaux pays. C'était pas par altruisme, c'est parce que c'était notre siège qui était avec celui de la Grande-Bretagne. On va parler tout à l'heure de la gouvernance, mais on n'est pas prêt quand même à renoncer à notre fauteuil permanent. Non, pas de renoncer, mais c'est d'en ajouter d'autres membres permanents. On le fait avec d'autant plus de confort. On sait que la Chine va mettre un veto à l'entrée de l'Inde et que donc il n'y aura jamais de changement. Sauf que ça change. Pour moi, le vrai problème, c'est que la France a dit ça très tôt. C'était assez intéressant. La Grande-Bretagne l'a rejointe. Or, de mon point de vue, ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur les pays non occidentaux. C'est-à-dire qu'ils nous ont jamais vraiment remerciés pour cette position-là. Et c'est là où il y a peut-être un travail un peu plus actif et agile à mener. Oui. Vous vouliez ajouter un mot, Sylvie Bermann, là-dessus ? Non, je pense que sincèrement, on souhaite un élargissement du Conseil de sécurité parce qu'on est une puissance moyenne et qu'on ne veut pas que notre siège soit remis en cause un jour. Donc les puissances assez conservatrices, qui étaient les États-Unis, la Chine et la Russie, étaient opposées. Aujourd'hui, je pense que la Chine et la Russie verraient un intérêt parce que les pays qui rentreraient sont le Brésil, l'Inde, c'est-à-dire des pays qui ne sont pas alignés sur Washington. Ouais. Mais on jouait, je dis on jouait parce qu'aujourd'hui le Conseil de sécurité est paralysé à cause du veto russe, mais on jouait un rôle très important et 70% des résolutions présentées à New York l'étaient souvent par la France ou conjointement par la France et par le Royaume-Uni. Donc on avait un peu, c'est pour ça que je parlais de statut tout à l'heure, un rôle qui nous permettait, comme ça a été dit souvent, de boxer au-dessus de notre catégorie. Alors je voudrais qu'on en vienne aux moyens et on va voir une carte avec... le réseau diplomatique français s'affichait. Thomas Gomard, ce réseau, c'est le réseau d'une grande puissance ou d'un pays qui se prend pour une grande puissance, n'est-ce pas ? On est à 162 ambassades,
sans compter celle d'Afghanistan qui a été rapatriée à Paris. Il y en a 2 qui sont fermées, je crois. Yémen, Syrie à cause de la guerre. 92 consulats généraux. 27 représentations permanentes auprès des organisations internationales. On se prend pour une grande puissance, toujours. Mais non, mais c'est un atout absolument considérable. Mais il faut rappeler que cet atout s'est construit avec le temps et que depuis 30 ans, et je ne suis pas diplomate, donc peut-être que je peux en parler. C'est pour ça que je vous pose la question à vous. Facilement que Pierre et Sylvie. Vous avez eu une érosion continue des crédits du Quai d'Orsay depuis 30 ans. Ouais. Et il faut reconnaître à Emmanuel Macron 2 choses. C'est que c'est le premier à relancer la dépense militaire en 2017 et que c'est le premier à relancer le crédit du Quai d'Orsay. Et en fait, je crois que une des difficultés de la France, c'est pas seulement une question de positionnement, c'est aussi une question de moyens. C'est-à-dire que quand vous avez un tel réseau, mais que vous ne pouvez pas forcément le faire vivre comme il devrait, ou l'alimenter comme il devrait, eh bien vous créez une image un peu déceptive. Et puis, je crois que la grande différence aussi, le grand problème qui dépasse très largement la question diplomatique, c'est l'état économique de la France. C'est-à-dire que quand vous êtes un pays perclus de dettes, avec 3 000 milliards de dettes publiques, et que vous prétendez incarner une 3e voie, eh ben on vous regarde avec un certain scepticisme, parce que ce que vous avez à offrir est en réalité surtout des mots. Ouais. On est le... Oui, on ne peut pas faire de grandes politiques étrangères, De Gaulle avait compris, si on n'a pas de l'ordre chez soi. Et d'ailleurs, De Gaulle, quand il arrive, il fait le plan Armand-Rueff, donc l'ordre, il rétablit les finances publiques, et ensuite il fait la décolonisation, c'est-à-dire il s'occupe de l'Algérie, mais qui était quand même des départements français, etc. Et c'est seulement après qu'il commence sa grande politique étrangère. Je dirais qu'elle commence à partir de 64 avec le voyage d'1 mois en Amérique latine, si vous voulez. Mais il a remis le pays en ordre et le pays fait l'admiration de toute l'Europe parce qu'il marche très bien, la France. Et vous avez beau avoir les meilleures idées du monde, mais quand vous avez une pagaille noire dans vos finances publiques, quand vous avez pris un engagement international de dire que jamais, au grand jamais, c'est une idée française, les 60% maximum de dette, et que vous êtes à 115%, et que votre partenaire Ce sont les critères de Maastricht. Voilà, les critères Pierre Vimont connaît bien. Les critères de Maastricht. Quand le niveau de votre système scolaire ne cesse de dégringoler, quand vous avez des vrais problèmes de sécurité dans les villes vous nous emmenez un peu loin, Renaud, mais on a bien compris. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut rayonner et on ne peut être écouté, même si on a les meilleures idées du monde, que si le pays va bien. On donne l'exemple chez soi. C'est comme s'il y a 10 ans, le Premier ministre de la Grèce très intelligent, voulait expliquer toutes les relations internationales au monde entier. On ne l'aurait pas écouté. Voilà, c'est tout. Sylvie Bermann. Non, je voulais ajouter, parce que vous alliez couper Renaud, je pense qu'il a raison. On a un problème d'image. Ouais. Et quand il y a des émeutes à Paris, quand il y a ces problèmes de sécurité, plus les sujets économiques qui ont été mentionnés, on n'est plus aussi attractif qu'on l'était auparavant. Alors, c'est vrai dans les pays autoritaires, puisque de toute façon, on pense qu'on a un modèle qui est supérieur, selon la formule de Churchill, la démocratie est le père des systèmes à l'exception de tous les autres. Aujourd'hui, la démocratie ne fait plus rêver dans ces pays-là, après le Capitole, et puis tous ces mouvements dans nos pays. Et ça, on n'en est pas conscient. On a raison de défendre la démocratie, on a raison de défendre nos valeurs, mais on a plus de mal à convaincre qu'autrefois. Est-ce que l'outil, cette carte qu'on a montrée, est-ce que l'outil est adapté à la mission, aux missions, Pierre Vimont ? Est-ce qu'il est surdimensionné ? Est-ce qu'il est sous-dimensionné ? Il y a combien ? 13 600 agents au ministère des Affaires étrangères ? Il est même à certains égards, je dirais, indispensable, à condition, comme le disait très justement Thomas. Oui, mais regardez, le Royaume-Uni a 148 postes, l'Allemagne 145, oui. Nous 162. Ils n'ont pas forcément des politiques étrangères plus brillantes que la nôtre. Ouais. Oui. Tout dépend de ce que vous en faites. Pas forcément moins brillante non plus, peut-être. Tout dépend de ce que vous faites de votre réseau. Lorsque je travaillais au cabinet de Dominique de Villepin, il m'avait justement fixé comme ligne de conduite ne fermons pas d'ambassade, parce que c'est un de nos vrais outils. D'accord. Et à l'époque, je vous donne un exemple, comme on a pratiquement des ambassades dans tous les petits pays d'Amérique centrale, tout le monde au Quai d'Orsay disait il faut fermer, etc. Ou regrouper peut-être. Regrouper dans une grande ambassade qui aurait été au Costa Rica pour s'occuper du Honduras et du Salvador.
Or, quand vous allez dans ces pays-là et que vous leur dites « Désolé, mais on va fermer notre ambassade », c'est fini pour notre influence et notre prestige dans ces pays-là. On se coupe à tout jamais d'interlocuteurs. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut peut-être trouver de nouvelles modalités pour organiser nos ambassades dans ces pays de moindre dimension. Mais il faut être là. La présence est indispensable dans les deux sens. La présence pour écouter ce que les autres ont à nous dire et la présence pour connaître ces pays et faire comprendre à Paris, à l'administration centrale, quels sont les problèmes de ces pays-là. Sinon, en effet, ça ne sert à rien, mais du coup, on n'a plus d'écoute, on ne comprend plus ce qui se passe dans le monde. Et c'est là où nos ambassades sont indispensables. Est-ce que l'outil est assez moderne ? La diplomatie ne projette pas nécessairement une image de grande modernité. Est-ce un tort ? Enfin, est-ce que c'est une perception erronée ? Thomas Gomard. Moi, je suis dans une position où j'interagis beaucoup avec à la fois évidemment la diplomatie française et puis d'autres diplomaties. La nôtre n'a pas du tout à rougir. Et je pense qu'elle attire des gens de très grande valeur qui effectivement se heurtent aux limites des moyens. Il y a eu une grève l'année dernière qui a abouti, qui a entraîné les États généraux de la diplomatie, qui était tout un travail, à mon avis, dont la mise en œuvre est très importante. C'est-à-dire que si pour le rapport de Bonafont, c'était réarmer la diplomatie. Oui, mais la question en fait est celle-là. C'est-à-dire que c'est pas tellement la question du réseau tel que vous l'avez montré, c'est plutôt est-ce que ces états généraux de la diplomatie vont aboutir à une amélioration sensible. Si vous voulez, quand vous avez désinvesti pendant 30 ans, c'est très difficile de remonter. Ça explique à mon avis beaucoup de nos soucis en Afrique, c'est-à-dire qu'on a abandonné des programmes de coopération qui fonctionnaient très bien et on les remplace effectivement par des sommets, 40 sommets comme le rappelait Renaud, au fond par des effets de communication qui masque, à mon sens, le désinvestissement sur des pans entiers de coopération. Renaud, sur l'outil, il vous paraît adapté aux enjeux du jour ? L'outil, j'ai pas très bien compris. Alors, il faut peut-être attendre, effectivement, le jury est peut-être encore dehors. J'ai pas très bien compris la réforme de l'ENA, qui n'en est pas vraiment une. Enfin, c'est le même. Alors, il faut résumer en quelques mots pour nous. Et la réforme, surtout, il y avait un recrutement. C'est un changement de statut professionnel des diplomates. Et là, on a l'impression. Mais j'ai demandé à plusieurs diplomates et personne n'a vraiment compris la réforme. Enfin, c'est normal. C'est normal, voilà. Personne n'a vraiment compris, c'est tellement... Ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'elle apporte. On comprend ce qu'elle retire. Alors, ce qu'elle retire, c'est-à-dire un corps de diplomates professionnels. On a parlé, par exemple, des pays de l'Est. C'est quand même très important d'être dans tous ces pays, que ce soit au Kazakhstan ou en Russie ou ailleurs, précisément de parler le russe, quoi. Parce que c'est comme ça que vous pouvez vraiment, dans les pays arabes, de parler l'arabe. Mais... et j'ai l'impression qu'on a détruit des corps qui existaient. Alors, il y avait des recrutements pour les conseillers, les secrétaires d'Orient. Je crois que maintenant, ça va être mêlé avec l'ENA. C'est pas encore complètement... c'est plus l'ENA. Disons que c'est l'INSP, voilà. Mais on a eu l'impression que pour Emmanuel Macron... tout le monde pouvait tout faire dans l'État. Si vous voulez, qu'un administrateur de l'État, il pouvait à la fois un jour être au ministère de la Culture, un jour à Bercy, et un jour dans la diplomatie. Je crois personnellement que la diplomatie exige un peu d'expérience et de métier. Quand je parlais de la modernité tout à l'heure, j'avais en tête les opérations de propagande dont nous sommes parfois la cible. Est-ce que les diplomates sont formés à faire ce type de travail d'influence, de contre-propagande ? Je crois que la question est plus générale, c'est est-ce que, pour reprendre l'expression de Sylvie tout à l'heure, est-ce que les diplomaties sont la meilleure manière, sont la bonne, est-ce que les démocraties savent répondre à la désinformation c'est pas un problème de formation des diplomates, c'est un problème de... Je crois que c'est un vrai problème et on le voit. Je vois là où j'ai travaillé avant dans le service diplomatique à Bruxelles où ils ont créé une cellule de contre-information. Les messages qu'ils inventent tous les jours et qu'ils envoient sur les réseaux, soyons clairs, c'est d'un infantilisme et d'une assez grande médiocrité qui fait rire même ceux qui les écrivent. Personne n'y croit vraiment. Face au mais quand on voit ce qui se passe en ce moment en Afrique, les manifestations, les slogans contre la France, finalement, certes, le terreau est favorable, mais quand même... Mais deux choses, c'est pas ça qui est à la base, c'est pas l'influence russe qui est à la base des échecs actuels de notre politique africaine. C'est beaucoup plus
beaucoup plus profond. Plus ancien et plus... cela. Deuxièmement, la seule bonne réponse à la désinformation russe, c'est par exemple ce qu'on a été capable de faire par rapport aux opérations abominables de l'armée libyenne soutenue par Wagner, qui a fait des tueries abominables dans le nord du pays, qui a essayé de les imputer à la France. Grâce aux informations qu'on avait, on a pu démanteler ça. Surveillance satellite, etc. On a pu écrire des informations de contre-propagande. L'armée malienne, t'as dit libyenne, malienne. Malienne, oui, pardon. L'armée malienne. C'est par ce travail-là, il est compliqué et ça demande du temps et on n'est pas toujours sur le coup. Mais vous n'arriverez jamais à contrecarrer les usines à troll qui tous les jours déversent par l'intermédiaire d'organisations russes ou autres tout ce discours anti-français et de manière générale anti-occidental. Il me semble qu'on perd beaucoup d'énergie à vouloir essayer de contrecarrer ça. Mais au point de se retrouver... Pardon, mais... Sur l'Afrique, juste un mot sur l'Afrique, je pense il nous manque un instrument. Alors là, parce qu'on a détruit le ministère de la coopération, et qui connaissait bien l'Afrique, je vois que Sylvie est d'accord avec moi, et eux aussi, on n'a pas une cellule africaine très forte à l'Élysée. Donc on avait deux outils auparavant qui fonctionnaient bien, et aujourd'hui... Parfois trop bien. La cellule africaine de l'Élysée. Oui, mais ça marchait mieux, du temps de Juniac, ça marchait mieux. Qu'est-ce qu'on fait alors quand on est confronté à une situation comme celle, prenons l'exemple du Niger, puisqu'on a un ambassadeur qui est quand même retranché dans son ambassade, qui dort avec son gilet pare-balles ou à peu près. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quelqu'un a une suggestion? Pierre Vimont. Vous avez géré ce genre de crise. Oui, mais chaque C'est la bonne attitude d'abord de maintenir cet ambassadeur au nom des principes? Au nom des principes tels qu'ils ont été développés depuis le début par la France, ça a du sens de le maintenir. Mais c'est un peu en dépit des réalités aussi. Oui, bien sûr, mais je veux dire, dans une situation extrêmement complexe comme celle-là, il faut trouver des compromis possibles et essayer de trouver la manière de sortir de ça. Il me semble que l'une des seules solutions pour le moment serait d'encourager par tous les moyens, et notamment à travers des médiateurs africains, que les deux parties se parlent. C'est-à-dire qu'on puisse enfin entamer un dialogue entre le président Bassoum et la junte directement. Oui, mais il est retenu en otage, c'est très quand même difficile. Je ne veux pas tomber dans yaka. Je sais que c'est très compliqué. Mais c'est probablement la seule solution. Il faut peut-être du temps. Et il faut surtout éviter pendant ce temps-là, en gardant d'une manière ou d'une autre des canaux de communication entre les uns et les autres, c'est d'éviter que l'une ou l'autre des deux parties n'aille trop loin et ne se mette à prendre des initiatives qui deviendraient très dangereuses vis-à-vis de notre ambassade et de notre ambassadeur. Il faut éviter aussi de parler sans arrêt, si vous voulez. On a vu Olivier Véran, je ne sais pas ce qu'il connaît à l'Afrique, condamner le coup d'État... il est porte-parole du gouvernement, donc il était peut-être en mission. C'était sur instruction, donc condamner le coup d'État au Gabon, et juste après, la diplomatie française a commencé à rétro-pédaler au su de tout le monde. Et moi, j'ai trouvé tout à fait fâcheux que notre ministre des Affaires étrangères, dans un interview à RFI autour du 6 août, ait menacé les dirigeants, enfin les généraux putschistes nigériens. Bien sûr que la France préfère la démocratie, et le président Bazoum, qui était régulièrement élu, à des généraux putschistes. Mais fallait-il vraiment les menacer d'une intervention de la CEDEAO avec la logistique française, c'est-à-dire une intervention militaire française, quand on sait que, en fait, les pays de la CEDEAO n'ont pas les moyens et n'ont pas non plus la volonté, bien qu'ils l'affichent, la vraie volonté d'y aller. Ils ne l'affichent plus tellement, oui. Et que de faire une expédition militaire au Niger, c'est-à-dire d'imposer la paix française, la démocratie à la française au Niger. La paix française, ça s'appelle comment quand on impose la paix française par la force? C'est la mission civilisatrice de la colonisation de notre ami Jules Ferry. Et j'ai trouvé que là, notre ministre des Affaires étrangères avait perdu une bonne occasion de se taire, parce que cette menace va devenir rien. Et tout le monde sait que la CEDEAO ne va pas intervenir au Niger. Tout le monde le sait. Et tout le monde maintenant, le savait à l'époque. Maintenant, on le Thomas Gomard, l'échec de la France en Afrique, comment vous l'analysez? Parce que là, on est vraiment dans une situation assez démunie, quand même.
Oui. Si vous voulez, je pense qu'il s'explique par une contradiction assez fondamentale entre un discours de démocratisation porté, au fond, depuis la Baule, et l'hésitation à assurer de la sécurisation de régime, pour justifier une présence militaire française ancienne, qui n'est d'ailleurs pas forcément remise en cause par les pays en question. Je crois qu'il faut aussi prendre garde en distinguant bien les situations. La situation, évidemment, au Gabon n'est pas du tout celle du Niger, et qu'il y a aussi une demande de ces pays. Là, on se retrouve cloué au pilori par le Mali, mais l'intervention de 2013 a été demandée par les autorités maliennes, et tous les pays de la région étaient en soutien. La vraie question qu'on doit se poser, c'est en fait pourquoi en 2017, lorsque Emmanuel Macron veut quitter le Mali, il n'arrive pas à le faire. Et ça nous renvoie à des effets de système, de notre propre système, militaire en particulier, qui mériterait peut-être d'être analysé. C'est très délicat à faire, c'est un peu comme sur la Libye. Je pense qu'il y a un travail... un peu trop tendance à maintenir des troupes en permanence dans des endroits... Là aussi, si vous voulez, ça peut aussi se justifier au regard de l'histoire de la demande de ces pays. Ça se justifie aussi par le discours de l'influence. Si vous voulez, moi je crois difficile de faire de l'influence sans présence. Mais ça doit s'adapter, c'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que cette modalité de présence, ces uniformes peut-être, sont vécus comme trop visibles dans ces sociétés, de moins en moins acceptés, lesquelles sont aussi complètement connectées à la mondialisation, et donc sont dans le flux d'informations. C'est peut-être ça qu'on n'a pas saisi, en fait, c'est de croire qu'on pouvait parler aux sociétés africaines. Les sociétés africaines n'ont pas besoin qu'on leur parle, elles sont elles-mêmes connectées, je dirais, à la discussion globale, laquelle est soumise à ces effets, je dirais, d'information, de désinformation que l'on a identifiés. Donc mon point, c'est de dire, il y a une difficulté très, très particulière qu'il faut savoir traiter. Et là, effectivement, moi, je ne suis pas qualifié pour dire ce qu'il faut faire au Niger concernant notre ambassadeur. Mais je pense qu'il faut avoir une réflexion plus profonde sur démocratie d'un côté et éléments de sécurité apportés de l'autre. Voilà. Est-ce que c'est fondamentalement contradictoire, comme certains essaient de nous le faire croire, ou est-ce que ça peut être conjugué ? On va passer à une autre crise, parce qu'il y en a pas mal sur notre écran radar. La Russie, l'Ukraine, Sylvie Bermann, vous pensez qu'on a la bonne diplomatie, qu'on a fait des erreurs, que... Aujourd'hui, on n'a plus tellement le choix. Il y a un État agresseur, un État agressé, et on l'aide à défendre sa souveraineté. Le président de la République a eu raison d'engager le dialogue avec Vladimir Poutine. Jusqu'à la crise du Covid, il y avait quand même un peu de résultats, puisqu'il avait obtenu que Poutine rencontre Zelensky à Paris. Il l'a rencontré pour la première fois. Il y a eu des accords. Il y avait même eu des accords sur le gaz. Bon, normalement, il y avait un autre rendez-vous qui n'a jamais eu lieu. Tout le monde s'est enfermé, aussi à cause du Covid. Et quand Emmanuel Macron a essayé de réactiver les accords de Minsk, c'était trop tard. La décision de Poutine était sûrement prise. Mais je pense qu'il a eu raison d'essayer. Et bon, la Russie... À l'heure où on en est aujourd'hui, la diplomatie, c'est trop tôt pour en parler ? C'est trop tôt. C'est trop tôt, je crois que... Les déclarations de Nicolas Sarkozy au cours de l'été, disant, un peu comme avant la guerre, comme si elle n'avait pas eu lieu, que l'Ukraine devait rester un pays neutre, un trait d'union. Je crois que l'Ukraine ne peut plus jamais être un trait d'union, dans la mesure où elle restera hostile à la Russie pendant des décennies, ce qu'on peut comprendre aussi. Ouais. Maintenant, appeler à la négociation, c'est pas nécessairement quelque chose de choquant non plus. Après, il faut voir quel mais il semblerait que la Turquie... ce n'est pas le moment. Oui, mais la Turquie... arrive à faire de la diplomatie là où absolument. Nous, on n'y arrive pas. Pourquoi ? Mais la Turquie, d'abord, elle n'est pas membre de l'Union européenne, même si elle est membre de l'OTAN. Oui, parfois, on peut se poser des questions, d'ailleurs. Oui. Mais non, elle a gardé cette liberté, c'est-à-dire qu'elle a soutenu l'Ukraine avec les missiles Bayraktar, et en même temps, elle a refusé de sanctionner la Russie, ce qui lui permet d'offrir un terrain neutre, entre guillemets, pour des rencontres, puisque les premières rencontres diplomatiques entre la Russie et l'Ukraine s'étaient tenues en Turquie, et bien évidemment, la Turquie jouera un rôle. Nous, je pense que...
ce n'est plus possible. C'est-à-dire, à un moment où on reviendra à la table de négociation, la France sera présente, encore une fois aussi parce qu'elle est membre permanente du Conseil de sécurité. Mais malheureusement, c'est le temps de la guerre. Aujourd'hui, il y a des offensives sur le terrain. Si on gelait tout, c'est un peu une prime à l'agresseur. Ça veut dire que la Russie, qui occupe 17% du territoire, aurait des gains non seulement territoriaux, mais des gains politiques. Quels pourront être les contours d'une solution diplomatique? Vous les avez en tête, Pierre Vimont? C'est très difficile de les avoir en tête pour le moment parce que beaucoup dépendra du résultat sur le terrain militaire, sur le champ de bataille et de la façon dont le rapport de force entre la Russie et l'Ukraine évoluera. Mais je voulais juste revenir une seconde sur la Russie. La Russie est typiquement la puissance opportuniste par excellence, qui a mené, je dois le dire d'ailleurs, avec la Russie, une diplomatie extrêmement intelligente, puisqu'elle réussit à discuter avec un pays où, dans toute une série de conflits, Syrie, Libye, elle est en opposition directe, militaire avec la Russie. Et malgré cela, ils arrivent à se parler. Donc c'est quand même assez intéressant et c'est un atout qu'il faut savoir peut-être utiliser, comme on le fait actuellement sur toute l'affaire de l'accord sur les céréales. Mais il ne faut pas se leurrer. Pour la Russie, le seul interlocuteur qui comptera le jour où il faudra arriver à un accord définitif sur l'Ukraine, ce sont les États-Unis. C'est ce dialogue-là qu'ils veulent avoir. Et c'est pour ça que dans le conflit actuel tel qu'il se développe, ce qui me paraît intéressant à observer, c'est l'attitude américaine, dont on voit bien qu'elle n'est plus tout à fait sur la même ligne que Kiev, que Volodymyr Zelensky, qu'elle a peut-être d'autres idées en tête, qu'elle voit lentement arriver l'ombre de la campagne électorale aux États-Unis, avec les risques que cela peut avoir sur le dossier ukrainien. Et par conséquent, l'attitude américaine est à observer de très près. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la Russie elle-même n'a aucune envie de négocier. N'oublions pas que d'abord... Elle attend son heure. Elle attend son heure. Elle attend la débandade des Occidentaux. C'est ça ? Elle a son élection présidentielle, elle aussi, et on voit mal Poutine... Moins de suspense qu'aux États-Unis. Peut-être, mais on voit mal Poutine lâcher quoi que ce soit avant cette élection présidentielle. Ce ne serait pas très bon pour sa cote de popularité. Les élections américaines arrivent, et pour le moment, sur le terrain, une situation qui ne leur est pas aussi défavorable qu'on pouvait l'espérer. Thomas Gomard, l'impact du débat politique américain sur la cohésion des Occidentaux derrière l'Ukraine, en soutien à l'Ukraine, vous êtes préoccupé ou vous voyez des nuages s'amonceler ou pas? Je pense que c'est l'horizon de Vladimir Poutine, des élections américaines. C'est parfaitement clair. Lui, il parie là-dessus un peu. Oui, parce qu'il parie sur un retour de Donald Trump ou d'un de ses avatars. En ce sens, effectivement, il a raison de faire ce pari. Moi, ce qui me frappe, et je crois qu'on est tous autour de la table, tous une expérience de la Russie et de l'Ukraine des différentes, mais ce qui est quand même très frappant, c'est la régression russe. C'est-à-dire que voilà un pays qui est en train de reverser dans des formes de soviétisme aigu, de manière beaucoup plus rapide que ce à quoi on s'attendait, qui s'est coupé de l'Europe, qui est en train de se mettre dans une situation d'objet pour la Chine dans les années à venir, et qui, au fond, est en train de ruiner son pays. Enfin, je veux dire, la Russie, aujourd'hui, s'est mise dans une situation d'elle-même, d'abord d'échec militaire en Ukraine et de perspectives bloquées pour son développement. Mais elle obtient, de manière assez effectivement habile, des rétributions diplomatiques à l'extérieur, et notamment en Afrique. Ce qui est assez frappant dans la politique française, pour faire un lien, c'est que, évidemment, il y a eu cette tentative d'ouverture de la part d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie, qui, à mon avis, ça c'est une analyse personnelle, je ne sais pas si elle sera partagée, mais est très vite passée sur 2014, c'est-à-dire qu'on a pris l'annexion de la Crimée comme quelque chose d'assez secondaire, alors qu'en réalité c'était annonciateur, à mon avis, de la volonté tout à fait construite de la Russie de Vladimir Poutine de détruire l'Union européenne, beaucoup plus que l'OTAN d'ailleurs. Et ce faisant... Le mot n'est pas trop fort, détruire l'Union européenne en tant qu'entité politique. Parce que je pense ce qui lui est le plus insupportable, c'est l'Union européenne. Et ce faisant, d'accepter un comportement russe en Afrique qui s'est retourné contre la France. Donc là, il y a effectivement, à mon avis, un problème russe de la France,
sur l'analyse qui a pu être faite différentes périodes. 2003, l'opposition commune à l'intervention anglo-américaine en Irak. 2008, qui est le pont d'Arcole du président Sarkozy, qui passe plus rapidement sur 2011 et 2008, la Géorgie. Je pense que les conditions du retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 2012 et les manifestations qu'elles avaient occasionnées à l'époque, qu'on a regardé au fond comme là aussi une facétie. Et puis 2014. La vraie rupture, c'est 2014, après le soutien qui permet à Bachar el-Assad de revenir à la Ligue arabe à Jeddah en mai 2023. Et donc, je pense qu'il y a de notre, là aussi, en termes un peu de retour d'expérience, très probablement un travail à faire sur pourquoi nous avons lu la Russie de cette manière. Moi, je ne crois pas. Très rapidement. Moi, je ne crois pas que Vladimir Poutine ait souhaité détruire l'Union européenne. Il a eu quand même un dialogue constant avec un pilier de cette Union européenne qui était quand même Angela Merkel. Et je me souviens bien qu'Angela Merkel, lorsqu'elle a quitté le pouvoir, est allée voir personnellement à Moscou Vladimir Poutine pour lui dire au revoir et sans doute pour le remercier de cette coopération. En revanche, il est tout à fait certain que Vladimir Poutine n'a pas supporté la transition vers l'OTAN des pays baltes. On se souvient du sénateur Joe Biden, quand il était sénateur, expliquant en 1999, on a une vidéo, que ça serait une provocation inadmissible à l'égard de la Russie que d'intégrer les pays baltes à l'OTAN. Et il y a eu une obsession, effectivement, poutinienne là-dessus, alors que la Russie, par ailleurs, avait garanti par traité la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Et donc, il ne pouvait pas supporter que l'Ukraine, qui, dans l'esprit des Russes, a toujours été une sorte de tampon vis-à-vis de l'Ouest, que ce tampon passe complètement du côté Ouest et quitte la neutralité que la Russie aurait aimé que l'Ukraine garde. Mais c'est dommage, mais la diplomatie française avait eu un grand succès avec l'allemande et la polonaise. Elle avait obtenu un accord intra-ukrainien le 21 février à Kiev 2014. On avait vu le président pro-russe Yanukovych serrer la main des trois leaders de l'opposition, Yatsenyuk, Klitschko et Ternibok. Et alors là, par défaut de technique diplomatique, on est revenu chez soi après cet accord le vendredi soir. Au lieu de le baby-sitter, on n'a pas poursuivi. On n'a pas fait le suivi. On n'a pas fait le suivi et c'est un loupé incroyable. Alors, le dossier russe est très, très vaste et on n'en viendra pas au bout, mais je voudrais qu'on dise un mot quand même des relations avec la Chine. Sylvie Bermann, est-ce que justement cette relation d'équilibre au pluriel entre une puissance moyenne comme la France et la Chine, est-ce que ce n'est pas sur ce dossier-là, justement, que ça peut s'exprimer, cette espèce de non-alignement avec les États-Unis? Tout à fait, mais je pense que c'est effectivement la Chine qui l'avait en tête pour ne pas être entraînée dans la croisade américaine. Ouais. Il y a une opposition entre démocratie et autocratie, mais en réalité, ce que les Américains veulent éviter à tout prix, c'est que la Chine leur passe devant. Quand Kurt Campbell, qui est le conseiller sur l'Indo-Pacifique du président, dit l'Angleterre a autrefois repris le flambeau de la France, les États-Unis l'ont repris de l'Angleterre, il est hors de question que ce soit aujourd'hui la Chine, c'est quand même d'un autre ordre, qui a une dimension d'ailleurs plus qu'idéologique, presque psychiatrique. Donc on n'a pas, nous, intérêt à être entraînés là-dedans. Et quand le président parle de la France, c'est parce qu'il estime qu'on peut avoir une position entraînante au sein des Européens. Mais il a en perspective l'Union européenne, parce que c'est le bon échelon vis-à-vis d'États continents comme la Chine. On va consacrer une prochaine émission entière à la relation avec la Chine, parce que malheureusement nous sommes au terme de celle-ci. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette conversation très enrichissante. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Bonne semaine à tous.